Donc, bonsoir et bienvenue à notre table ronde virtuelle, debout contre la violence basée sur le genre d'ESLGBTQIA+, dans les écoles. Mon nom est Karen Dikumana Ouasse, mais je pars plus souvent avec Karen Ouasse. J'utilise le pronom elle et les accords féminins et je serai votre hôte pour l'événement de ce soir. Pour celles et ceux qui ne sont pas en mesure de me voir, euh, là où je suis chez moi. Aussi peut-être parce que j'ai flouté derrière moi, mais je suis tout simplement chez moi dans mon salon et je porte des lunettes. Et je suis originaire du Burundi et je suis très jolie. Enfin, mais ça, c'est que des détails. Euh, sinon, puisque cet événement a lieu en mode virtuel, je vais passer à travers quelques points techniques avant qu'on débute la discussion. D'abord, comme vous l'avez sûrement remarqué, cette table ronde est enregistrée et sera publiée en ligne pour pouvoir être visionnée après l'événement. Aussi, j'aimerais apporter votre attention aux options interactives de Zoom. Vous devriez voir une bannière avec des options comme Q et A. Si vous ne voyez pas ces boutons, déplacez votre souris vers le bas et la bannière devrait apparaître. Nous vous invitons à écrire vos questions en utilisant l'option Q et A à tout moment durant la table ronde. Nous ferons de notre mieux pour adresser ces questions à la fin. Veuillez noter que l'audience est en mode écoute seulement aujourd'hui, donc vous ne serez pas en mesure de poser vos questions verbalement. Toute question devra être soumise par écrit dans le chat. Veuillez aussi noter que les sous-titres ont été activés pour cette table ronde. Si vous voulez afficher ou cacher les sous-titres, cliquez sur le bouton CC qui se trouve près du bouton Q et A au bas de l'écran. Finalement, si vous avez besoin d'aide ou de support durant l'événement de ce soir, n'hésitez pas à contacter une membre de notre équipe ou une de ses ressources à l'écran. Très bien. Avant de commencer donc la table ronde, j'aimerais souligner que j'anime aujourd'hui en me situant sur les territoires traditionnels non cédés du peuple algonquin Anishinabek. Comme organisme féministe, il est important de reconnaître que le colonialisme et les violences sexistes sont intrinsèquement liés. Les Premières Nations au Canada font présentement l'objet d'un génocide documenté, entre autres, par l'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Il est de notre devoir de nous opposer activement à toute violence touchant les femmes autochtones et les personnes de esprits et individuels. Notre lutte pour la libération des femmes n'est pas complète tant qu'elle n'inclut pas toutes les femmes et les personnes de la diversité de genre. Alors, aussi, avant de poursuivre, j'aimerais présenter brièvement nos partenaires Traçons les limites, un des projets d'action ontarienne. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers, Traçons les limites est une initiative financée par le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires qui rassemble l'expertise de 5 organismes. Le premier étant Ontario Coalition of Rape Crisis Centers, OCRCC, le deuxième Action ontarienne, le troisième Égal Canada, le quatrième OFEA ou OPHEA et le cinquième Right Ribbon. Chaque organisme reconnaît l'importance de travailler ensemble pour mettre fin aux violences genrées. Traçons les limites, offre des outils pour pouvoir dénoncer la violence à caractère sexuel en Ontario et au-delà, évidemment. Voilà, ce sont étant dit, j'ai le plaisir de vous présenter nos fabuleuses panélistes, des expertes et leaders dans leurs communautés respectives, en commençant par Céleste Trianon. J'ai failli gaffer là-dessus. Bonsoir Céleste. Céleste est une activiste et juriste québécoise qui utilise les pronoms elle et il, œuvrant à rendre la société un milieu plus juste pour les communautés queer et trans, œuvrant notamment pour l'accès à la justice. Elle est également une militante connue pour ses campagnes et efforts de mobilisation contre la haine anti-2SLGBTQIA+. Notre deuxième panéliste est Faye Johnston, qui aussi utilise le pronom elle. Elle est la directrice générale de Wisdom to Action, qui est une firme de consultation de LGBTQIA+, et présidente de la Société of Queer Momentum, un organisme à but non lucratif qui lutte pour les droits de LGBTQIA+.
Elle est la chef de file dans les enjeux de LGBTQIA+, au Canada, une, une incontournable activiste pour les droits queer et trans, une voix récurrente dans les médias canadiens au sujet des enjeux de LGBTQIA+. Au cours des 10 dernières années, euh, elle a formé des milliers de personnes et des centaines de milliers de travail sur l'inclusion de LGBTQIA+. Elle a aussi, ça je l'ai appris pendant le podcast qu'on a fait ensemble, une barre de chocolat. Elle vous en parlera plus si elle en veut. Et notre troisième, mais non des moindres panélistes, est Liliane Tiama Kalonji, qui utilise aussi le pronom elle. Et c'est une avocate et elle est la directrice du Centre juridique pour femmes de l'Ontario, ou aussi appelé CJFO. Vous verrez, elle fera probablement la référence quelquefois et n'utilisera pas tout le temps les 4 mots pour le définir. Et évidemment, qui un organisme qui est au sein d'Action ontarienne. Elle possède une bonne expérience ainsi qu'une compréhension pertinente des enjeux au sujet de la violence faite aux femmes. Dans le cadre de ses fonctions, elle est chargée de gérer les projets juridiques du CGFO, d'offrir l'éducation juridique aux intervenantes, des conseils sommaires, ainsi que des mandats à portée limitée aux femmes francophones de l'Ontario aux prises avec la violence. Nous sommes évidemment très chanceuses d'accueillir un groupe de panélistes aussi variés que talentueux ce soir. Elles partageront leurs perspectives sur les phénomènes que nous observons à travers le Canada dans les communautés de LGBTQIA+. Nous terminerons en répondant aux questions soumises dans le Q&A. Merci beaucoup pour votre attention. Je sais que j'ai une belle voix, mais je sais que ça a pu être un peu long. Et évidemment, votre coopération. Donc maintenant, sans plus tarder, on va commencer la discussion. Bonsoir, mesdames. Alors, première question, comment se sont déroulés les derniers mois pour vous? Si vous hésitez à savoir qui commence, je vais aller tout simplement par comment mon écran présente. Donc, Céleste? Parfait. Ben, salut tout le monde encore une fois. Et pour répondre, j'ai sauté directement dans ma réponse. Honnêtement, ça a été une année et quelques derniers mois qui ont été extrêmement difficiles pour moi, d'une manière assez particulière que je n'avais pas pensé vraiment vivre les derniers temps. C'est un peu un temps sans précédent pour beaucoup de personnes au sein des communautés pour lesquelles j'œuvre parce que l'impact de la haine trans commence à se sentir beaucoup plus dans les milieux francophones, ainsi que justement d'autres mouvances haineuses, notamment envers les femmes, envers les personnes de la diversité sexuelle, ainsi qu'envers beaucoup d'autres minorités. Donc, disons que le climat social actuel est vraiment déprimant et que moi, souvent, s'il faut répondre à comment ça va, moi, personnellement, ça dépend beaucoup de ce climat social-ci. Hmm, c'est compréhensible. Et fait, pour toi? Je dirais comme tout ce que quelqu'un Céleste nous a dit, mais je trouve aussi comme, ouais, c'est difficile de juste réaliser, même en communauté, que nos droits sont sujets au débat, qu'on voit la montée du haine et qu'il semble que le reste du monde ne care pas, que c'est juste un autre jour. Et je vois dans la communauté et dans mes propres expériences, comme on n'a plus peur. Il y a plus de raisons d'être peur maintenant en comparaison que 5 ans passés. Alors, mais, ben, pour moi, je trouve comme c'était une année bien difficile. Il y avait des grandes homophobes et transphobes qui ne voulaient pas que je continue de faire le travail que je fais. Mais en même temps, comme je dis toujours maintenant, je pense qu'une des stratégies de l'opposition, de ces groupes qui perçoivent des personnes queer et trans et des femmes et nos mouvements pour la justice sociale comme quelque chose comme dangereux, c'est eux qui sont réellement peurs au moment, car ils ont perdu des dernières batailles, like, chaque bataille pour les dernières 50 années. Et c'est eux qui veulent qu'on soit peur et qu'on se fait petite. Alors, comme ça laisse connaître, je dis toujours maintenant, je vais danser, je vais célébrer et euh,
je vais avoir du hope à chaque moment de chaque jour, car même ça, c'est de la résistance. Et même ça, c'est un parti de combattre la oppression systémique. On va avoir du fun, on va montrer à tout le monde autour de nous que notre communauté, il y a du magique, il est bien belle et il y a toutes sortes de choses à partager avec le monde autour de nous. Alors, c'est ça qui me soutient. Merci pour la question. Merci à toi, merci pour cette énergie, pardon, que j'espère qu'on va garder pendant toute la discussion et au-delà, évidemment. Et toi, Liliane, comment ça a été ces derniers mois pour toi? Malheureusement, ton son est coupé. Oui, désolée. Donc, moi, mes derniers mois ont été un peu occupés parce que euh, au niveau d'Action ontarienne, on était en train de travailler sur l'expansion de nos services et c'était beaucoup de travail de consultation, beaucoup de travail de préparation. Et finalement, donc, au mois de décembre, le 1er décembre, donc le vendredi dernier, nous avons pu finalement lancer l'expansion de nos services. Et donc, je vais juste mentionner que l'expansion, quand on parle d'expansion de services, ceci veut juste dire que le centre juridique francophone, le centre juridique pour femmes francophones en Ontario, là, le CJFO, c'est un centre en fait qui existe depuis 2013, mais qui offrait des services juste en droit de la famille en ce qui concerne l'information juridique et les conseils sommaires. Alors, sur base d'une évaluation des besoins, il était question de pouvoir élargir un peu nos services aux différents domaines de droit. Et donc, c'était un peu le travail que nous étions en train de faire, de nous assurer que nous avons tout ce qui devrait être nécessaire pour offrir ce service-là prêt. Alors donc, de ce fait, nous avons ajouté, en plus du droit de la famille, nous avons ajouté trois autres domaines de droit, notamment le droit de l'immigration et réfugiés, le droit du logement et puis le droit criminel en ce qui concerne des cas d'agression à caractère sexuel. Alors donc, au moins, nous avons pu faire le lancement. Et puis, nous avons également ajouté en droit de la famille un autre service qu'on appelle le mandat à portée limitée. Et ce service va permettre en fait d'alléger un peu le poids financier aux femmes qui viennent un peu nous consulter pour leurs problèmes en droit de la famille. Alors, ce mandat à portée limitée veut juste dire que euh, nos usagères pourront bénéficier d'un service d'un avocat pour prendre en charge une partie de leur affaire juridique ou communément, comme on appelle ça, une instance. Donc, ça peut être rédiger, par exemple, des documents de cours ou ça peut être également un accompagnement en termes de représentation pour participer à une conférence devant un juge. Ça peut être une conférence relative à la cause. Mais bref, en fait, ce programme est sujet donc à des critères d'admissibilité d'ordre financier et puis les heures sont déterminées en fonction, en fait, du travail que l'avocate qui devra offrir ce service pourra maintenir, donc pourra calculer en fonction des tâches qui seront sélectionnées pour offrir ce service. Alors, donc, nous étions occupés pour ça et nous sommes assez contents d'avoir finalement lancé nos services. C'est ça qui nous a beaucoup préoccupés, nous, ces derniers mois. Voilà pour moi, merci. Merci beaucoup, Liliane, pour ton intervention et merci à toutes pour votre énergie. Vous l'avez bien senti, ces derniers mois ont été pas mal occupés pour nos trois dames. Donc, je suis sûre que certains elles y feront peut-être référence dans les prochaines questions. La première question que j'ai pour vous maintenant serait à quel point il est important d'assurer que nous n'oublions pas de parler de la transphobie dans les discussions sur la violence genrée et vice-versa.
peux commencer cette fois-ci. Ben, je dirais comme si on pense à la misogynie et à la violence contre les femmes systémique, on doit réaliser que une des fondations de ce système, c'est la transphobie. La transphobie communique au monde les valeurs et comment d'exister comme un bon gars ou une bonne femme. Alors, on voit la système qui soutient l'oppression des femmes et la violence contre les femmes, c'est connecté à la transphobie. Et alors, c'est deux côtés du même coin, two sides of the same coin. Et aussi, je dirais que c'est important parce que quand on regarde aux statistiques et qu'est-ce qu'on sait au sujet de la violence basée sur le genre et ou de la violence genrée, on peut voir que les femmes trans, les personnes non-binaires, les gars trans, tous ils ont des expériences de la violence genrée plus haut et aussi différents que comment ils voient exprimer contre les femmes cis. Alors, si on veut combattre la violence systémique et si on veut un monde où personne ne doit être peur de la violence d'un partenaire ou d'un étranger, on doit euh, on doit réaliser que combattre la transphobie, c'est la même chose à combattre la misogynie. Et aussi qu'on doit des particulières interventions et soutien pour des personnes trans basées sur leur expérience et basées sur comment la violence genrée s'exprime différemment dans leur contexte. Similaire que la violence contre les femmes racisées, c'est différent que les sortes de violences contre les femmes blanches. Alors, on doit être capable de comprendre et adresser les sortes de violences misogynistes spécifiquement dirigées contre des personnes trans. Hmm. Réponse vraiment intéressante, mais tout à fait juste. Liliane, Céleste, est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord? Vous avez un autre point qu'elle n'aurait pas cité? Perso, j'ajouterais peut-être quelques petites choses. Je suis 100% d'accord, mais je dirais de plus qu'il y a tellement des actes, justement, tellement des violences que déjà les femmes cisgenres, cis égale à pas trans, d'ailleurs, font face que les personnes trans vivent dans leur vie quotidienne. On parle des mêmes formes de violence. Moi-même, je suis une survivante d'harcèlement sexuel. Ça a été vraiment une expérience terrible. Puis ça montre à quel point est-ce qu'on a besoin. Les services peuvent servir pour les mêmes personnes. Un service, un service bâti pour les femmes peut desservir les femmes trans. Et également, les personnes trans sont justement victimes d'actes criminels à un taux égal, sinon supérieur aux femmes cis quant à la violence, quant à certaines formes de violence genrée. Donc, il est absolument d'une importance capitale, disons, que ces services-ci soient adaptés à tout le monde, de s'assurer que lorsqu'on parle de violence genrée, on n'oublie pas que la violence genrée opère non seulement en une seule avenue, mais vraiment de tous les côtés. Et que, et que des telles formes de violence peuvent affecter tout le monde et peuvent également nécessiter des soutiens pour tout le monde. Donc, moi, je pourrais aussi également ajouter que déjà pour commencer, que ce soit lorsqu'on parle de violence genrée ou bien de violence liée à la transphobie, ce qui convient déjà de retenir c'est que le fait qu'on parle de transphobie est en train de référer euh, euh, à un type de violence ou des comportements en fait qui sont des comportements qui sont euh, passibles de poursuites et des comportements qui sont inadmissibles. Alors, par exemple, on peut citer parmi ces types de comportements la discrimination, la haine, les crimes, la haine pour dire en fait, pour parler un peu comme l'a dit Céleste, les crimes haineux, le harcèlement, la violence physique comme psychologique. Alors, lorsqu'on parle de violences genrées, on met en exergue en fait tous ces types de violences. On est en train de signaler
signaler que les personnes ne vivent pas dans un environnement sécurisant et pourtant la loi euh, permet ou oblige que tout citoyen vivant dans ce pays puisse vivre dans un climat sécur, sûr, et il y a tout un éventail des lois qui permettent en fait que les gens puissent bénéficier de leur liberté d'expression ou leur liberté de protection, de sécurité. Alors, donc, on a la charte, on a le, le code sur les droits de la personne. Donc, tous ces éléments qui entourent un peu le cadre juridique qui ressort en fait les types de comportements qui sont irrépréhensibles. Et puis, vous avez également le droit criminel aussi qui criminalise aussi les comportements, comme on l'a dit, les crimes haineux et puis les formes de violence physique. Ça peut être un viol, ça peut être des agressions à caractère sexuel ou bien ça peut être des voies de fait. Donc, tous ces éléments, en fait, sont liés aux éléments violents qui entourent, en fait, la transphobie. Et ce sont ces mêmes éléments violents qui entourent également la violence, les questions liées aux violences genrées. Alors, donc, nous devons adresser toutes les questions de violence de la même manière afin d'éviter que les gens vivent dans un environnement qui est moins sécuritaire, alors que on a droit à tous, on a un droit de vivre tous en sécurité. Et puis d'autres éléments en commun que je pouvais encore ajouter, c'est que au niveau des conséquences, lorsque on parle des violences genrées, les conséquences que vivent les personnes victimes de transphobie vont pratiquement être un peu les mêmes aussi, parce que nous allons voir des graves répercussions, par exemple, sur la santé physique comme dans leur santé mentale. Alors, donc très souvent, on a vu et identifié des types de conséquences comme par exemple le suicide, l'automutilation, l'anxiété, l'isolement. Et pour toutes les formes de discrimination qui existent en matière de violence genrée, on peut aussi recenser les mêmes types de conséquences. Donc, c'est pour ça qu'on dit, on ne va pas parler des questions de violence genrée en excluant de mentionner euh, toutes les violences qui sont liées autour de la question de la transphobie. Donc, voilà un peu pour compléter un peu les autres. Oui, merci, mesdames. Très clairement, là, en se basant sur vos réponses, on est toutes sur la même longueur d'onde et le lien entre la transphobie et la violence genrée est inévitable. Donc, on peut passer à la prochaine question. Depuis quelques mois, nous entendons de plus en plus la terminologie droit des parents, notamment pendant les manifestations anti-trans qui ont eu lieu en septembre dernier. La question que j'ai pour vous, mesdames, et la prochaine, existe-t-il réellement une tension entre les droits des personnes trans et les droits des parents? OK. Céleste, tu peux commencer. Je pense pour ça, il faut un peu recadrer le tout. Parce que lorsqu'on parle des droits des parents, c'est dirigé plutôt vers les enfants trans. Et notre principe constitutionnel ici au Canada, ceci n'est pas applicable aux États-Unis d'ailleurs, mais dans le restant du monde, le meilleur intérêt de l'enfant est qu'est-ce qu'il doit prôner. Il y a une convention internationale sur le droit de l'enfant qui a été signée et ratifiée par tous les pays du monde, sauf les États-Unis. Justement, que l'intérêt de l'enfant doit prôner en premier et que celui-ci doit avoir l'opportunité de grandir, de s'épanouir, de devenir une adulte indépendante qui va pouvoir vivre pleinement en société. Donc, au final, le droit des parents s'exerce compte tenu de ça. Ça doit s'exercer compte tenu du meilleur intérêt des enfants. Et en l'espèce, ça parlerait justement des enfants trans. Également, lorsqu'on parle de l'éducation sur la transude, qui est peut-être l'autre disons, point d'attaque pour certains parents, ceci doit également s'exercer dans cette optique-ci de c'est quoi, comment enseigner la transude d'une manière qui respecte le meilleur intérêt de l'enfant et dans ce cas, notamment d'enseigner l'inclusion, d'enseigner le fait que
le monde n'est pas égal, mais ça fait justement partie de l'expérience humaine, entre autres. Pour moi, ça revient toujours à ça. Ça revient à ce principe fondamental du meilleur intérêt de l'enfant. Parce qu'au final, si tu vas remplir des pancartes disant comme pour les parents, mais au final, t'as une autre pancarte disant comme, en guillemets, pas de, pas de chirurgie de changement de sexe dans les écoles publiques. C'est une vraie pancarte d'ailleurs que j'ai vue dans certains autres contextes. Si tu brandis ça, ce n'est plus une question de droit en tant que parent, c'est la discrimination pure et simple. Donc, honnêtement, cette tension aussi est non existante. Plutôt, c'est la dynamique qui joue entre le meilleur intérêt de l'enfant puis comment est-ce que les parents peuvent exercer leur autorité parentale compte tenu de ça. OK, merci Céleste. Je vais essayer de le faire en français. Mais j'ai une réponse auquel j'ai pensé beaucoup au sujet de cette question. Et on va voir si je suis capable. Et merci pour votre patience. On doit commencer par réaliser que c'est un argument dissonant. Il n'y a pas un débat contre les droits des parents et les droits des jeunes. Il n'y a personne qui veut réverser ou faire petite la rôle et l'importance de la rôle des parents dans les vies de leur enfant. On veut tous, si on est comme crew trans, si on est dans une grande ville ou un petit coin d'une prairie, for a big town or a small town or a big city, on veut tous que les enfants ont la liberté d'être eux-mêmes et ont des espaces sécuritaires dans leur vie à l'école et chez eux. Tout ce que cet terme, la droit des parents, tout ce qu'il fait, ça veut vous faire peur. Ça veut faire que vous pensez que quelqu'un, ils vont faire ils vont interférer dans la vie de vos enfants ou qu'il y a quelque chose comme nefarieux ou dangereux. C'est intentionnellement, ça veut nous faire peur et réagir comme s'il y a quelque chose de dangereux qui arrive à nos jeunes. Qu'est-ce qu'on veut comme avocat trans? On veut pas comme changer des personnes à des personnes trans. On veut seulement que des jeunes, s'ils sont gays ou trans, s'ils sont hétérosexuels ou cisgenres, on veut qu'ils ont tous la liberté d'être eux-mêmes. Et il y a des centaines ben non, pour des années et des années, on a des interventions dans nos écoles où des éducateurs et éducatrices essaient de protéger la sécurité de ces jeunes, mais aussi d'engager les parents le plus qu'ils peuvent. Alors, quand tu entends le langage des droits des parents, on doit réaliser que c'est une attaque sur la liberté des jeunes trans. Que quand il dit ces mots, il essaie pas d'introduire des nouveaux processus ou des nouveaux guides ou des nouveaux politiques pour agrandir la rôle des parents dans les écoles. Si tu regardes au Saskatchewan, où ils ont utilisé comme cet langage pour d'une législation sur les droits des parents, il n'y avait rien au sujet des droits des parents d'être engagés dans l'éducation de leurs enfants. C'était complètement ça a utilisé le langage des droits des parents pour limiter la liberté de ces jeunes trans. Alors, on doit réaliser que c'est un effort c'est quoi le mot? C'est un effort de stigmatiser la réalité et les vies, l'individualité des jeunes trans. Dans ces sujets, dans ces contextes, on a besoin du compassion et du flexibilité pour faire sûr qu'on soutient les droits des jeunes, mais aussi qu'on engage les parents le plus qu'on peut. Et c'est ça la conversation qu'on devrait avoir. C'est comment qu'on pourrait mieux soutenir des parents, comment on pourrait faire sûr qu'il y a la plus positive relation entre les jeunes et leurs parents qu'on peut. Mais ce n'est pas une conversation d'un groupe et leurs droits et l'autre groupe et leurs droits. C'est une conversation au sujet de créer des écoles où chaque enfant est sauf et sécuritaire,
où chaque enfant a la liberté d'être eux-mêmes, où on peut mettre fin à la violence et la discrimination contre toutes sortes de jeunes différents dans leurs écoles. Et c'est ça la conversation qu'on devrait avoir. Oui, absolument. Liliane, est-ce que tu as un avis à apporter d'un point de vue juridique? Parce que Céleste et Faye ont souligné un peu l'aspect, pas un peu, elles ont souligné l'aspect très hypocrite du terme droit des parents des derniers mois et plutôt diriger une meilleure solution ou un meilleur terme. Est-ce que toi, tu aurais, est-ce que tu penses que le terme droit des parents a une certaine légitimité dans cette discussion? Euh, bon, déjà, je vais pouvoir dire, avant de m'étaler un peu dans ma réponse, c'est de mentionner que tout changement, en fait, prend du temps, prend du temps parce que euh, il y a il faut discuter, il faut que les gens comprennent, il faut euh, que la population suive parce que euh, malheureusement, les changements au niveau des lois suivent en fait les faits. Donc, ça appuie sur les faits et en s'appuyant sur les faits, ça amène au grand changement. Donc, je vous ai par exemple parlé euh, on a parlé de la transphobie et la transphobie, elle est liée à tout ce qui conduit la violence contre les personnes trans. Alors, on ne devrait pas être, quand on ne partage pas le même point de vue, on ne devrait pas être en mesure d'utiliser la violence. Ça, c'est sûr et certain que ça ne devrait pas arriver. Et c'est pour cette raison que, sur base des faits signalés sur les types de violences rencontrées sur ce type de population, il a fallu qu'il y ait des changements au niveau de la loi. Alors, pour revenir maintenant, rebondir un peu sur les questions des droits des parents, je voudrais aussi rappeler un peu le contexte canadien dans lequel on se trouve. Alors, le contexte canadien, c'est un pays de diversité, en fait. C'est un pays de diversité, que ce soit pour la race, que ce soit pour le sexe, l'identité sexuelle et tout. Euh, alors, toute cette diversité fait que vous avez plusieurs populations qui arrivent vivre dans le même pays. Et ces mêmes populations ont leurs croyances, ces mêmes populations ont leur façon de voir les choses. Et c'est pour cette raison-là que lorsque une partie de la population, lorsqu'elle ne comprend pas un changement, elle va résister au changement. Et c'est pour cette raison-là que lorsque on parle des tables de conversation sur les questions qui sont difficiles comme celle-ci, parce qu'effectivement, c'est des questions difficiles. Ce sont des questions complexes. Ce sont des questions qui ravivent trop les émotions. Alors, donc, de cette manière, il est bon de tenir quand même compte un peu du contexte parce que toutes les populations minoritaires, en général, ont subi ou subissent assez souvent des discriminations, subissent de l'intimidation et les progrès sont lents. Alors, donc, pour revenir un peu aux droits des parents, donc il faudrait déjà se souvenir que nous sommes dans un contexte où il existe des lois en matière de droit de la famille, par exemple. Je ne citerai que le droit de la famille parce que le droit de la famille, c'est ce droit assez intrinsèque qui a déjà défini en fait que lorsque deux parents élèvent leurs enfants, et que ces enfants sont soit à l'école ou vont voir un médecin, les parents, quand bien même ils tiendront compte de l'intérêt supérieur de leur enfant, ils vont tenir compte de cet intérêt supérieur de l'enfant en fonction de l'environnement dans lequel ils vivent et en fonction des responsabilités, des obligations que leur donne la loi. Alors, la loi donne des responsabilités et des obligations aux parents de pouvoir prendre des décisions pour leurs enfants. Alors, lors des conversations, les tendances sont telles que euh,
certains parents estiment qu'on voudrait leur voler, en fait, ce droit-là de pouvoir prendre des décisions et de pouvoir accompagner leurs enfants par rapport à ce que eux connaissent comme normes. C'est pour ça qu'on est en train de parler en fait des normes qui changent en fait. Et c'est pour ça qu'il y a la résistance. Comme je vous ai dit, la société, elle est pleine de cultures différentes, des croyances différentes, ce qui fait qu'il y aura forcément toujours un besoin de protéger ce droit-là en tant que parent, de pouvoir prendre des décisions parce qu'on se dit, tiens, oh, on va me voler la responsabilité de prendre des décisions pour mon enfant à l'école, de pouvoir savoir est-ce que mon enfant a changé, par exemple, de nom, sans que je sois au courant et que ça ne devrait pas se faire. Alors, donc, c'est des sujets sur lesquels il y a beaucoup de tensions au niveau de la population canadienne en général et puis de la population en particulier en Ontario. Alors, juste pour donner un exemple euh, de cette difficulté de comprendre, vous avez par exemple, on a un sondage euh, qui a été publié dernièrement en Ontario, qui démontrait un peu, c'était quoi un peu la position des parents euh, quant à la façon pour eux de percevoir que on leur retirerait ce droit et cette obligation qui est en fait intrinsèque au droit de la famille. Alors, vous avez par exemple donc, le sondage dit, par exemple, que selon 43% des parents estiment avoir le droit d'être informés si leur enfant veut changer, par exemple, de prénom ou de nom dans une école. Et puis, 34% souhaitent être informés de ce qui se passe à l'école, mais affirment que ce changement de nom ne requiert pas leur consentement parental. Alors, donc, vous voyez que même au sein de la population elle-même, les gens, quand ils réfléchissent à la question, ils réfléchissent et il y en a qui sont encore assez comme réticents, qui veulent avoir un peu un contrôle sur cette question. Et puis, il y a des parents qui, de plus en plus, sont en train de pouvoir prendre position en fonction sûrement peut-être de l'éducation, de l'information auquel ils ont accès. Les parents commencent à se dire, oh tiens, pour changer le nom, bon, je ne pense pas que mon enfant devrait avoir une autorisation là-dessus. Mais ce qui démontre en fait un peu la position de la province, c'est que le ministre de l'Éducation en Ontario, lui, par contre, lui a carrément donné une position que l'Ontario n'est pas prête à pouvoir empêcher les parents d'avoir droit à l'information pour tout ce qui concerne leurs enfants à l'école. Alors, si par exemple un enfant décide de se présenter différemment, d'utiliser un pronom qui lui est connu différemment par ses parents, les parents estiment qu'ils ont le droit de le savoir. Ils ont le droit de le savoir. Certains estiment qu'ils ont le droit de le savoir pour voir s'ils peuvent offrir le meilleur accompagnement à leurs enfants et d'autres parents estiment qu'ils ont besoin de le savoir parce que pour eux, ça peut être un problème de choc culturel, ça peut être un choc de... Alors, donc, pour toutes ces raisons-là, euh, n'empêche que le ministre de l'Éducation en Ontario n'admet pas toutes les questions liées, par exemple, à la transphobie. C'est-à-dire, si, par exemple, un enfant, finalement, finit par révéler, par exemple, à ses parents ou l'école finit par révéler, par exemple, un comportement différent qui témoigne que l'enfant a une identité, se déclare d'une identité trans, l'école ainsi que toutes les dispositions que prévoit la loi vont se mettre en place pour protéger en fait cet enfant-là. Alors donc, les questions les questions euh, de, de décision ou de droit des parents sont vraiment des questions, comme je dis, qui sont liées vraiment aux aspects qui sont sociétals
et pour lesquels, quand on va parler de l'inclusion, on va parler de toutes ces tables de conversation, il est bon de pouvoir expliquer aux uns aux autres, on a peur de quoi, on a besoin d'expliquer aux uns et aux autres que, comme l'a si bien dit Faye, lorsque Faye dit que euh, on a besoin de s'asseoir parce que on a besoin que les gens discutent pour comprendre c'est quoi le malaise. C'est quoi le malaise? Donc, on a besoin que les gens s'asseyent et comprennent parce que les sondages disent tout justement, révèlent en fait ces différences-là de perception au niveau sociétal. Et tout, comme je vous l'ai dit, la loi, elle va faire son travail. Tant que la transphobie présente une forme d'intimidation, il y a des infractions d'intimidation qui seront, qui existent dans le code criminel et toutes les personnes qui seront responsables ou qui seront retenues coupables de ce type de comportement, il y a la loi qui va s'en charger. Et bien sûr, les avancées aussi au niveau criminel font que lorsque, par exemple, il y a une infraction de ce genre et que cette infraction est liée juste parce que c'est visé auprès d'une personne trans, ça ajoute une circonstance aggravante à la situation. Donc, vous voyez que l'État fonctionne au fait à deux niveaux. Euh, D'un côté, on est en train de pouvoir essayer d'encadrer sur le plan pénal, on essaie d'encadrer sur le plan du droit en général, on essaie d'encadrer cette question liée aux personnes, des droits des personnes trans, mais en même temps, l'État aussi, le gouvernement tient compte aussi de l'aspect de sa population, qui est aussi une population diverse, avec des croyances diverses. Et ce n'est pas quelque chose qui va être comme on prend juste un couteau, on coupe. Ça va prendre du temps de conversation à tous les niveaux pour pouvoir faire avancer les choses. Donc voilà un peu euh, ce que l'Ontario, elle prévoit. Je sais que à Saskatchewan, au New Brunswick, par exemple, les parents d'élèves de moins de 16 ans doivent donner leur accord pour que leur enfant puisse utiliser le pronom de leur choix. Alors donc, comme on dit, il y a des avancées, il y a des discussions, mais ça prend vraiment de s'asseoir, de discuter et que chacun comprenne et que chacun donne son point de vue de manière respectueuse de part et d'autre. Juste pour ajouter comme, merci Delaney, juste pour ajouter super quick, quand on regarde qu'est-ce qui arrive en Saskatchewan, c'est comme la première fois qu'on a vu un gouvernement provincial qui a, oh goodness, cela c'est quoi? Override the charter. Dérogatoire. C'était quoi le premier mot? Utiliser la clause dérogatoire de notwithstanding clause. OK, ils ont utilisé ça pour comme attaquer, pour comme se protéger parce qu'un juge, un judge a dit que leur politique, que leur intervention pourrait du irreparable harm. Tu pourrais-tu Préjudice irréparable. Oui, préjudice à des irréparable. jeunes vulnérables. Alors c'est ça comme c'est juste il y a une bonne conversation qu'on doit avoir au sujet des complexités des droits des parents, les rôles, les responsabilités, mais comme on discute pas ça, on discute des interventions qui vont faire du préjudice Mal, du irréparable, préjudice ou du mal. Préjudice. du mal irréparable. Et c'est ça qu'on discute, comme c'est ça, c'est ce degré de violence et ouais, ouais. Merci. Oui. Totalement. Bah, je pense que nos panélistes ont définitivement parlé d'une tension existante entre les droits des personnes trans et les droits des parents. Merci beaucoup, Liliane, pour tous les points juridiques et sociétals que tu as apportés à la question, à ta réponse plutôt. En passant à la prochaine question, pour ça, je voudrais commencer par Céleste, notamment qui vit dans une province majoritairement
francophones. Est-ce que tu penses qu'il y a des nuances particulières à cet enjeu en milieu francophone minoritaire notamment? Hmm. Je vais dire absolument, puis je parlerais plus comme de la violence genrée ainsi que la transphobie en général. Ça s'exprime d'une manière très distincte, surtout dans un contexte francophone où est-ce que, disons qu'on a un filtre qui existe, mais qui demeure perméable entre le milieu anglophone ainsi que le milieu francophone. Par exemple, ici au Québec, l'acte dont on mentionne le plus souvent lorsqu'on parle de violence genrée, c'est la tuerie de Polytechnique, qui d'ailleurs aura eu lieu, il y avait le 6 décembre 1989, un attentat qui a tué 14 femmes euh, à l'école Polytechnique à Montréal. C'est, nous rappelons vraiment fortement de ça, mais également nous avons des phénomènes qui sont spécifiques au milieu francophone, au fait qu'il y a très souvent comme une certaine histoire derrière les communautés francophones minoritaires, des dynamiques sociales distinctes qui font en sorte à ce que l'expérience de la violence genrée s'apparente différente, que ce soit par absence de ressources, par absence de moyens même, ou juste de tout simplement être être à l'abandon d'une manière ou d'une autre. J'ai donné un exemple très simple. En matière de violence conjugale, il n'y avait aucune ressource à proximité au Québec jusqu'à il y avait 2 ans, avec la ligne téléphonique Rebâtir, qui a été introduite spécifiquement pour contrer ça. Mais je peux imaginer que disons en Ontario, où est-ce que la population francophone est beaucoup plus en situation minoritaire, il n'y aura pas de ressources en français pour ça. Et de devoir recevoir des services en ta langue seconde, plutôt que ta langue première, surtout dans une situation de préjudice énorme, dans une situation où est-ce que les choses ne vont pas bien, ça peut vraiment être difficile. Ouais, totalement, Liliane. Est-ce que tu as quelque chose à apporter à la question? Bon, disons que j'aborderai dans le même sens que Céleste que euh, le milieu francophone minoritaire en Ontario, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème en soi pour pour tout autre domaine, déjà, c'est un problème. Alors maintenant, quand tu viens rajouter la violence, les questions liées à la violence genrée, là, ben, ça va être la même chose. Donc, c'est toujours relié à la rareté des services en français. Le retard pour servir les francophones. Euh, et j'imagine que les personnes, les communautés SLGBTQIA+, elles aussi rentrent dans la même cadence. Donc, c'est vraiment comme on va dire, c'est le parent pauvre. C'est ça, vivre dans une minorité quand vous devez faire des gros plaidoyers, vous devez faire beaucoup de bruit pour vous faire entendre dans une province qui ne se dit pas bilingue. L'Ontario ne s'est pas déclaré comme une province bilingue. Donc, c'est quelques villes seulement de l'Ontario qui sont bilingues. Donc, le gouvernement de l'Ontario n'en ressent pas vraiment c'est pas une priorité, quoi, pour lui de pouvoir régler les problèmes de sa minorité francophone. Donc, ce sont plutôt maintenant les organismes, les francophones, la minorité francophone, qui, en fait, à travers les organismes communautaires, se bat pour que tout justement on bénéficie des services et que l'on puisse permettre aux populations de pouvoir s'épanouir, surtout la population francophone et les victimes qui sont liées aux questions de violence genrée. Donc, c'était juste pour confirmer un peu ce que Céleste dit. Si déjà au Québec, euh, elle a donné un exemple qu'un service a été mis en place il y a 2 ans. Alors, Hmm. allez-y comprendre les coins les plus reculés en Ontario.
dans le nord, par exemple, c'est clair qu'il y aurait vraiment des difficultés à pouvoir bénéficier de ce type de service. Et cela se fait ressentir même au niveau des cours et tribunaux. Vous allez avoir des personnes qui vous disent elles sont victimes de violences conjugales, par exemple à Windsor. Donc, on a une cliente qui te dit, je n'ai pas pu me faire servir en français. Donc, une grosse problématique euh, et je pense qu'il y a un gros travail de plaidoyer à faire à ce niveau-là pour que toutes les communautés francophones minoritaires puissent bénéficier en fait euh, d'un soutien financier pour augmenter l'offre de services en français. Oui, merci Liliane. Faye, toi qui habites en Ontario aussi, mais dans une ville extrêmement unilingue, est-ce Je voulais que faire une blague, comme je suis pas comme une dans le réponse milieu là-dessus? francophone minoritaire, et je suis ni comme minoritaire francophone, ni francophone, mais je dirais toujours comme, je m'en souviens de quand j'étais dans des villes plus petites et des villes francophones, comme j'étais né au Nouveau-Brunswick et je vivais en Kingston et en Manitoba, en des contextes où j'étais dans des écoles complètement francophones, pas comme bilingue ou immersion, mais francophone. Et je pensais juste comme, il y a des temps où on a une tension entre comme protéger la tradition et la culture et adapter à la réalité des personnes comme non-binaires et du genre divers. Mais alors, il y a une discussion là. Um, et c'est comme pas si différent qu'on imagine que la discussion de comme des personnes qui détestent les pronoms like they and them en anglais et qui dit comme c'est pas la bonne grammaire et tout ça. Comme il y a des comparaisons, mais c'est aussi différent et c'est important de reconnaître que c'est différent en contexte francophone, car on discute des réalités d'un monde anglophone qui veut s'imposer et détruire la culture, la langue et la réalité française. Mais aussi, je veux juste comme penser du contexte, comme je vis proche au centre-ville d'Ottawa. Et ici, si j'imagine un jeune francophone, j'aurais beaucoup de difficultés à penser aux services auxquels je pourrais les diriger s'il était un jeune trans francophone. J'ai des difficultés à imaginer où je pourrais les diriger s'ils voulaient accès à des hormones ou des services qui sont pas juste comme inclusifs des personnes trans, mais aussi francophones. Et pas comme francophone ou contexte qu'une personne qui peut parler comme 3 mots en français, mais réellement, culturellement francophone. Et ça, c'est un des problèmes que je vois dans nos communautés queer ou trans. Car ici, on doit les envoyer au Gatineau mais aussi, il n'y a pas des grands soutiens et ressources au Gatineau. Et tu ne peux pas t'amener au Gatineau si tu n'as pas une voiture ou du privilège ou des contextes de mobilité différents. Alors, tout ça pour dire que je pense qu'on fait un disservice, on ne fait pas un faveur aux organisations queer ou trans, généralement. Mais on a aussi, il y a on n'a pas des soutiens qu'on a besoin pour faire sûr que des personnes queer et trans francophones ont des espaces qui devraient avoir. Et je pense que c'est un petit peu trop facile, et je dis ça honnêtement comme personne qui travaille en espace queer et transnational, c'est trop facile d'oublier qu'il y a une intersection entre la francophonie et les personnes queer et trans qu'on devrait discuter de plus et mieux soutenir aussi. Car c'est un contexte complètement différent et il n'y a juste pas les supports que des personnes devraient avoir prêts quand ils ont besoin. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, mesdames, avant que je passe aux prochaines questions, je voudrais juste vous dire que il ne reste pas beaucoup de temps et beaucoup de questions. Donc, si je peux vous demander d'être un peu plus bref dans vos réponses, ce serait fortement apprécié un peu pour garder le temps qui est réservé à la conversation aujourd'hui. La prochaine question que j'ai pour vous, mesdames, est la suivante. Quel conseil donneriez-vous à un enseignant ou à quelqu'un qui travaille avec des étudiants trans euh, dans cette nouvelle société dans laquelle on vit? Mais J'ai une, vas-y, Céleste. maintenant une réponse que je peux donner en quelques phrases. J'ai une réponse très simple. Écoutez-les. Écoutez-les, puis adaptez-vous à leurs besoins.
telle qu'elle veut s'exprime. Au final, comprendre la transit, ce n'est pas, ce n'est pas comme la microbiologie ou comme des sciences nucléaires. Genre, c'est juste de faire preuve d'empathie envers les autres. Puis, je veux vraiment pas que l'on surcomplexifie la réalité. Au final, ce sont des personnes qui méritent la dignité, puis juste faites comme vous le feriez à tout autre élève. C'est aussi simple que ça. C'était ma réponse sur la volée. Ben, mais non, c'est exactement ça. Comme, c'est pas difficile. Si tu travailles déjà avec des enfants ou des étudiants d'identités diverses, d'expériences différentes, comme tous les élèves ont des différentes réalités, des différentes histoires. Um, et c'est pas différent pour les jeunes trans. Je dirais juste comme, c'est important de montrer que tu es quelqu'un que eux, ils peuvent partager leur histoire avec. Et c'est ça que je demande. C'est comme la propre nom, les propres pronoms, engager comme être capable de comprendre un petit peu la réalité de leur contexte, comme comprendre que la vie n'est pas toujours bon pour des personnes queer et trans, mais aussi comme on est des autres humains. On a juste besoin des personnes qui peuvent nous soutenir, qui sont gentilles et qui nous encouragent et qui sont des personnes sécuritaires. Et c'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin de mémoriser chaque identité de freaking genre. Tu as juste besoin d'être capable d'engager en discussion, de créer une relation avec cette sécurité en tête et c'est tout. C'est simple et ben oui, c'est pas rocket science. Oui, Céleste, vous avez totalement raison. Euh, Se rappeler qu'à la fin de la journée, tout simplement, ce sont des êtres humains comme le reste des étudiants. Et juste pour faire la traduction de rocket science, vous pouvez juste dire c'est pas la mer à boire. Ça a la même intonation. Liliane, est-ce que tu as autre chose à ajouter pour la question? Tu as recoupé ton son encore. Désolée. En fait, pour que les personnes s'adaptent, les personnes suivent les consignes, très souvent, ça va se manifester dans des documents, des politiques, des choses comme ça qui doivent comme expliquer un peu, donner une ligne de conduite. Alors, c'est un travail qui va se faire, qui doit normalement se faire un peu à deux niveaux parce que donner toute la responsabilité à l'enseignant, euh, il ne faut pas oublier qu'il y a un conseil scolaire aussi. Alors, donc, il est question de pouvoir vraiment s'asseoir pour s'assurer qu'au niveau des politiques, euh, il y a une façon de guider les enseignants qui se retrouvent dans une situation pour gérer en fait euh, toutes les situations qui se passeraient entre élèves, entre professeurs-élèves. Euh, on a dit que il est, il est vraiment primordial que les enseignants reconnaissent que les enfants, le fait de donner une identité, de se donner une identité trans ne veut pas dire que l'enfant en devient moins un enfant. Cet enfant reste un enfant qui a besoin de protection, qui a besoin de discipline, qui a besoin, comme tous les autres enfants en auraient besoin dans la salle de classe. Alors, ce qui est bien, c'est de pouvoir outiller, en fait, les enseignants, les outiller par rapport à la question. Et j'ai bien aimé euh, un, un enseignant qui avait mentionné que euh, pour lui, il aurait souhaité vraiment que les parents, les enseignants aient la possibilité de discuter ensemble pour pouvoir mettre en place quand même des politiques qui reflètent un peu euh, un environnement sûr et sécuritaire pour tous les enfants. Alors, les enseignants pourraient déjà, au départ, dans leur salle de classe, favoriser un climat respectueux entre enfants, parce que il s'agit également de faire comprendre aux autres enfants de ne pas aussi se comporter violemment envers leur père. Donc, il y a déjà un travail comme ça que l'enseignant devrait faire.
Si l'enseignant est éduqué, il est éduqué sur la question, il comprend la question, il est en même de mieux faire son travail. Mais si lui-même, il n'est pas assez éduqué, il n'est pas assez informé, ça va être un peu compliqué pour le suivi. C'est pour ça qu'on parle un peu plus de renforcer les politiques, parce que quand on renforce les politiques dans les écoles, on détermine un peu les lignes de conduite sur la façon de se comporter par rapport à telle ou telle autre situation qui pourrait se déclencher en classe par rapport à ces cas particuliers. Oui, tout à fait. Juste, d'ailleurs, tu as commencé un peu à répondre à la question que j'avais pour vous juste après, mais tu as totalement raison. Bah, je vais directement enchaîner. D'après vous, mesdames, quels appels à l'action aimeriez-vous mettre de l'avant et comment est-ce que nous pouvons, traçant les limites, sans faire de jeu de mots, face à la violence transphobe? OK, j'ai mes appels à l'action et je vais dire, je vais m'excuser pour commencer parce que ma deuxième appel à l'action, c'est à un site web anglophone et je m'excuse. Et à un point de honte, on va avoir un site web francophone aussi. Et je vous demande pour un petit peu de sympathie et patience. Mais pour commencer, au sujet des appels, euh, je vous encourage d'ajouter votre nom à la petition que je viens de juste lier dans le chat, la clavardage. There we go. Et la deuxième, c'est un lien à notre site web où, si vous voulez, vous pouvez engager et soutenir nos efforts de mobiliser les communautés queer et trans et nos alliés pour défendre la humanité, la dignité, la réalité et l'expérience des personnes queer et trans. J'ai envoyé la première lien au host seulement, alors je vais les mettre dans le bon chat maintenant. Mais généralement, je veux juste encore, je soutiens les organisations queer et trans locales. Euh, Engagez dans les conversations avec vos amis, vos collègues et votre famille, juste au sujet de l'humanité des personnes trans. Et continuez de nous rejoindre en mobiliser pour un monde où on a toute la liberté d'être nous-mêmes, la sécurité dans nos communautés et la dignité dans nos interactions avec nos amis et notre lieu de travail. Et merci beaucoup. Merci à toi, Faye. Céleste ou Liliane? Liliane, comme tu as le micro peut-être ouvert, tu peux. euh, Est-ce que tu as d'autres appels à l'action ou d'autres choses que tu n'aurais pas déjà mentionnées avec les, euh, les, euh, pardon, euh, les enseignants? Le terme m'avait échappé. Mhm. OK. Donc, les appels à l'action, comme on a dit, c'est vraiment des conversations. S'asseoir, parler, cultiver le respect pour tous, favoriser des discussions sur les questions de transphobie de façon respectueuse des opinions de chacun et puis gérer de manière constructive les remarques stigmatisantes ou discriminatoires. Alors, essayer de comprendre euh, le pourquoi des choses. Alors, et puis, ce qui est bon, c'est de pouvoir rappeler en Ontario que euh, il y a eu quand même des avancées assez significatives au niveau, par exemple, du Code de droit de la personne qui a inclus depuis 2012, qui a ajouté l'identité sexuelle, l'expression de l'identité sexuelle comme un motif de discrimination interdit. Alors, donc c'est bon que dans les actions qu'on doit prendre, c'est de pouvoir permettre aux personnes de se rendre compte qu'il y a eu déjà des avancées sur ces points-là et que euh, il est possible de pouvoir invoquer le code de droit de la personne, euh, d'utiliser aussi les, les politiques qui ont été développées par la Commission du droit de la personne en Ontario concernant en fait les questions liées à l'identité sexuelle ainsi que les motifs discriminatoires. Alors, il y a plusieurs groupes qui l'ont invoqué avec succès devant les cours et tribunaux, que ce soit administratifs ou judiciaires.
et qui reconnaissent de plus en plus les droits des personnes trans. Il est bon également de pouvoir être au courant que on a la possibilité de pouvoir poursuivre les gens euh, et de s'assurer qu'au niveau pénal, les personnes peuvent, lorsqu'elles sont coupables des crimes haineux, que on peut arriver à rendre justice aux personnes genre et que ce n'est pas juste des dispositions qui existent et qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est d'encourager vraiment les gens à utiliser les outils qui sont disponibles lorsqu'on se sent lésé dans ses droits. Utilisez-les, plus vous les utilisez, plus on se rend compte que c'est efficace ou si ce n'est pas efficace, on a la possibilité de pouvoir prendre d'autres mesures encore pour pouvoir protéger ces droits-là sur le plan légal. Donc voilà un peu quelques efforts quelques actions du côté un peu juridique qu'on pourrait encore euh, se baser. Merci Liliane. On prend note. Céleste, est-ce que toi, tu aurais autre chose à ajouter? Oui. Donc, justement, bien sûr, il y a des options juridiques. Il y a bien sûr des pétitions que tu peux signer, mais ça, on se dit, quelque chose que j'entends très fréquemment, c'est quoi d'autre? Après que tu as fait toutes des actions énumérées et que tu n'as plus de plainte à former, tu n'as plus d'autres choses à faire, quoi d'autre? Il y a beaucoup de réponses à ça. Puis ça peut inclure notamment préparer un repas pour une personne trans qui habite près de chez toi. Ça peut être d'aller à un événement communautaire, aller chanter, danser, puis avoir un bon temps. Ça peut être de venir à une manifestation ou peut-être même à une activité de bricolage en vue de celle-ci. Il y a vraiment des options illimitées sur comment être une alliée dans, justement, vis-à-vis des mouvements trans et vis-à-vis des mouvements contre les violences basées sur le genre. Il n'y a pas juste une seule manière, mais l'important, c'est d'écouter et de se solidariser compte tenu de ça. Merci Céleste. Tu as plus ou moins répondu à la question que j'avais pour vous après. Donc, je ne sais pas si les autres panélistes vont vouloir ajouter autre chose, mais je pense que c'est assez juste. Montrer du soutien. On n'arrête jamais de montrer du soutien, quelles que soient les discriminations, les stigmatisations que les personnes euh, subissent pardon, au quotidien, et particulièrement les personnes trans. Faye ou Liliane, est-ce que vous pourriez partager peut-être d'autres façons que les membres de l'auditoire pourraient continuer à apprendre? J'ai pas des bonnes ressources immédiates au sujet qui sont en français, mais je dirais que la gouvernement fédérale a une bonne ressource au sujet de la langage de genre neutre, un neutre en français, et comment déjà arriver différentes sortes de choses. Alors, je vous encourage d'aller sur Google et tu pourrais la trouver. Je dirais aussi, je regarde l'atelier engage dans la culture queer et trans. Ça inclut va à ta prochaine comme drag show, c'est toujours une bonne idée, mais écoute aussi comme du cinéma, comme on a Pose, c'est en anglais, mais c'est série de télévision qui montre l'expérience des personnes trans et queer noires et racisées dans New York durant les 90e année. Il y a juste comme engage dans notre culture et tu peux apprendre et voir comment nous on s'imagine et comment on s'engage dans nos communautés. Il y a beaucoup qu'on pourrait apprendre dans le reste du monde. Si on pourrait voir les pratiques des normes culturelles et les expressions d'art et de culture dans les contextes queer et trans. Absolument, absolument. Liam, si tu veux que je repose la question pour toi, on a vu que tu avais des petits problèmes techniques. Mais je pense que tu as plus ou moins un peu répondu à la question. Mais Céleste et Faye nous ont partagé des façons que les membres de l'auditoire, ou même nous-mêmes, hein, qu'on ne connaîtrait pas pour l'instant, pour pouvoir continuer à apprendre sur les questions des personnes trans.
Euh, Est-ce que tu as une ou deux ou trois façons que tu n'as pas déjà énumérées que tu souhaiterais ajouter? Oui, par exemple, je vais juste, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, des codes, de la politique, de la Commission en ontarienne sur les droits de la personne. Mais on a, par exemple, à Action ontarienne, nous sommes, l'Institut de formation est en train de préparer en fait un nouvel atelier qui sortira en 2024. Alors, ce sera aussi un outil qui va permettre aux personnes de pouvoir apprendre sur les réalités concernant la communauté de SLGBTQIA+. Donc, Action ontarienne pourra rendre cette information dès qu'elle sera prête, on pourra en faire l'annonce. Euh, Nous avons également, euh, il y a des changements qui sont en train de se faire petit à petit. Et donc, je pense que les personnes trans pourraient également se retrouver dans des situations où elles ont besoin de connaître c'est quoi leurs droits en matière de droit de la famille. Alors, nous invitons aussi les personnes à aller apprendre sur le droit de la famille. C'est important de connaître les tenants et les aboutissants du droit de la famille. Euh, vous pouvez vous rendre sur Femmes ontariennes et droits de la famille, le FODEF, le site du FODEF, pour pouvoir apprendre comment se défendre si on est dans une situation ou une séparation ou des questions qui sont liées à l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est bon d'aller apprendre comment est-ce que les tests sont utilisés en droit quand on est censé discuter, par exemple, de ces questions-là. Alors, c'est bon d'apprendre sur le plan juridique pour pouvoir défendre ses droits sur le plan juridique. Merci beaucoup. J'imagine que l'auditoire on a pris des notes, mais je suis sûre que on pourra un peu plus tard aussi, de toute manière, euh, pardon, euh, vous diriger ou trouver plusieurs de de ces façons et des réponses que nos panélistes nous ont données. Alors, j'ai quelques questions du public. Euh, la première étant... Alors, comment s'assurer que l'école est un endroit sécuritaire pour les élèves qui s'identifient à la communauté de LCGBTQIA+. Vous y avez plus ou moins répondu, mais je pense que ce que le public demande, c'est de faire un petit résumé si on reprend ici et là vos réponses. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps qui nous reste, alors je vois que je peux faire comme un quick list. L'éducation pour des éducateurs et éducatrices, des symboles qui montrent à des élèves queer trans qui sont saufs et sécuritaires, participer en Pride Month ou la mode fierté et faire sûr que tu t'engages avec et tu crées des espaces pour les jeunes queer trans dans votre école. Super. J'imagine que Liliane et Céleste sont d'accord avec toi, donc on peut directement passer à la prochaine question. Comment est-ce que les organismes féministes peuvent apporter du soutien aux organismes queer dans la lutte contre la transphobie? Ça, j'ai répondu très vite. Ça peut juste être ça dépend des organismes que tu veux soutenir, mais tu peux définitivement juste leur contacter puis leur demander c'est quoi vos besoins. Mis à part ça, vous pouvez aussi encourager vos employés, vos membres à venir à des manifestations pour les droits des personnes queer et trans, d'aller se solidariser avec ces luttes-ci et aussi d'avoir une certaine présence en dedans en tant qu'allié parce que ça demeure une lutte commune parce que toutes les luttes féministes, incluant la lutte pour les droits des personnes trans, sont en fait une lutte commune et solidaire. Donc, d'ouvrir les portes à ce qu'il y ait plus de collaboration et qu'il y ait plus de travail ensemble. C'est comme ça que ça démarre. Oui, totalement. Liliane fait autre chose à rajouter là-dessus peut-être? Non, pas de fait. Et toi, Liliane?
Non Non, plus. ça va. Bah, nos panélistes sont totalement d'accord. La dernière question que j'ai pour vous, ce serait, est-ce que vous pourriez apporter davantage de, comment dire, de connaissances, d'exemples, de chiffres peut-être, sur la violence conjugale dans les communautés LGBT en particulier? Donc les relations, vas-y, fais. J'ai J'ai vu, pas tu as comme, activé j'ai ton pas ma micro. liste de ressources devant mon moment, mais je dirais comme 84% des personnes trans ont évité au moins un lieu public euh, parce qu'il y avait de la part du violence et de discrimination. J'ai pas des statistiques spécifiques, mais on sait quand ça vient des personnes trans généralement, mais en particulier des personnes trans féminines, des personnes trans racisées, noires ou autochtones. On voit du prévalence de la violence interpersonnelle et domestique plus haute qu'en comparaison avec la publique généralement et en comparaison avec des femmes cisgenres. On voit aussi des expressions de violence et de harcèlement plus haut au sujet des femmes bisexuelles en particulier. Alors, généralement, si on regarde comme en approche systémique, on peut voir les plus euh, la plus qu'on ajoute des différentes formes de d'oppression et d'exclusion systémique, la plus haute la prévalence de la violence, l'harcèlement et la violence intime, euh, Intime. la plus qui s'agrandit. Mhm. Absolument. Et Liliane, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose, Céleste? Disons que, comme il a dit, enfin, comme Faye a dit plutôt, je n'ai pas, on n'a pas, je n'ai pas non plus comme des statistiques chiffrées comme ça, mais de, de mes observations euh, par rapport à certaines statistiques que j'ai vues circuler, effectivement, on mentionnait quand même un nombre assez élevé. Euh, et je pense que si on arrive, j'ai cru avoir vu quelques statistiques quelque part, si on a l'occasion, on pourra toujours comme les partager, même plus tard. Et les communiquer, génial. Et si justement une personne de l'auditoire souhaite en savoir davantage, est-ce qu'il y a des ressources particulières vers lesquelles on pourrait les guider? Ok, je pense que c'est ce que tu es en train C'est- de communiquer, fait. Génial. Oui. Ouais, Génial. je vais ajouter comme une autre ressource dans comme quelques secondes lorsque je la trouve sur mon propre site web. Et c'est malheureusement seulement en anglais, mais il y a des ressources qui juste détaillent la réalité, la prévalence et l'expression de la violence genrée dans les communautés queer et trans. Et il y a des ressources là-dedans qui sont basées sur qu'est-ce qu'on a entendu en engageant avec des proviseurs de services queer et trans tout autour du pays. Alors, je vous encourage de regarder. Génial, génial. Moi, je sais que je vous ai dit que c'était la dernière question du public, mais en vous écoutant, moi, ça m'a fait penser à une question que je profite de vous avoir, excellente panéliste, pour poser la question. Récemment, dans le balado que l'on fait à Action Ontarienne, donc Elle parle, euh, nous avons eu la chance de rencontrer un expert qui a notamment parlé des violences dans les applications de rencontres, notamment dans les applications de rencontres homosexuelles. Est-ce que vous pensez ou est-ce que vous savez s'il y a des droits ou des choses qui sont en œuvre justement pour éviter ou pour se protéger, notamment dans ce monde très digital dans lequel on vit, notamment pour les communautés de SLGBTQIA+. Vous avez compris ma question ou est-ce que vous voulez que je la reprenne? Ton son est Répétez coupé. un peu la question, s'il te plaît. Oui. Est-ce que dans ce monde digital dans lequel on vit, est-ce que vous pensez que
est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en œuvre, pardon, ou est-ce qu'il y a des procédures ou des ressources qui sont disponibles notamment pour les communautés de LGBTQIA+, en termes de relations saines et de relations digitales comme les applications de rencontres? Est-ce que vous remarquez une différence? C'est un peu une question qui relie plusieurs questions, mais si vous m'avez comprise, j'adorerais avoir votre point de vue. Hum, disons que je pense que Euh, oui, donc je n'ai pas trop comme creusé sur la question, mais de manière juste par rapport aux ressources ou les ressources qui existent. Euh, vous savez qu'il y a eu beaucoup de signalements par rapport à tout comportement au niveau de la cybersécurité. euh, tout comportement lié à des traitements ou de harcèlement sur les réseaux sociaux, Je pense que la première des choses, ce serait de pouvoir dénoncer. Ce serait de pouvoir dénoncer si jamais on est victime de ce genre de comportement. C'est de pouvoir dénoncer, informer la police euh, pour pouvoir avoir au moins une certaine façon de pouvoir être encadré sur la question. Donc, la première des choses, je dirais que ce serait vraiment de signaler ce type de comportement, parce que c'est ce qu'on demande à nos jeunes aussi qui utilisent les réseaux sociaux ou toutes les femmes. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses dessus que dès qu'il y a quand même un comportement qui nécessite qu'on puisse tirer une sonnette d'alarme, c'est vraiment bien de pouvoir le signaler à la police. C'est la meilleure des choses. Au moins, une enquête pourrait être lancée quelle que soit l'appartenance à une communauté homosexuelle ou bien une communauté trans ou bien même toute autre communauté qui existerait, qui serait victime de ça, je pense qu'il est bon de contacter la police et de signaler tout comportement de ce genre. Très bien. Merci beaucoup. Ça répond plus ou moins. Et puis, je suis sûre que toutes les ressources dont vous allez nous faire partager vont y répondre très certainement. Alors là, Est-ce que les panélistes avaient envie de rajouter quoi que ce soit avant que je conclue notre conversation? Non, elles ont éteint leur micro exprès. Ça marche. Oh, Très bien. c'est- Donc, tout ce qu'on Juste peut pour juste m'en dire, assurer. c'est oui, tout ce qu'on peut juste dire que la violence n'est pas une meilleure forme de communication. Euh, il n'est pas bon d'utiliser la violence pour n'importe quelle raison. Euh, il est bon de s'asseoir, d'échanger, d'essayer de comprendre les choses. Euh, éviter la violence est vraiment une des recommandations que moi, je donnerais à quiconque. Ce n'est pas la voie la meilleure pour pouvoir faire avancer une discussion. Merci Yann, c'est très juste. On peut toujours compter sur une avocate pour conclure avec brio. Alors, merci de vous être rejoint à nous pour la table ronde debout contre la violence basée sur le genre de LGBTQIA+ dans les écoles. Et nous espérons que vous avez apprécié les perspectives partagées par nos panélistes Céleste, Faye et Liliane et que vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile. Nous aimerions remercier nos panélistes, pardon, c'est différent, pénalistes, pour leur temps et expertise et évidemment notre audience pour votre participation et votre feedback. Et avant de conclure, nous aimerions vous demander de remplir un court sondage d'évaluation qui sûrement va apparaître quelque part dans la discussion par l'une de mes collègues et ça nous aidera tout simplement à améliorer nos prochains événements. Le formulaire d'évaluation apparaîtra sur votre écran ainsi que dans le chat.
Vous n'avez besoin que de quelques minutes pour le remplir et vos réponses sont anonymes et confidentielles, évidemment. Nous vous invitons aussi à poursuivre la conversation en ligne, à rester informés et à consulter notre liste de ressources comme nos panélistes l'ont suggéré à plusieurs reprises. Finalement, merci d'avoir assisté à cette table ronde virtuelle et nous espérons vous revoir très vite. Restez prudents et passez une belle fin de soirée.